Machu Picchu se situe au Pérou, au cœur de la cordillère des Andes, à plus de 2400 mètres d'altitude. Déjà rien que là, le corps comprend qu'il n'est pas sur un terrain ordinaire. Et oui, tu te refais à ton fond. Globule rouge. Le site est littéralement pris en étau entre deux montagnes. Pas une large plaine, pas un plateau accueillant, mais une crête escarpée suspendue entre le ciel et le vide. L'accès est volontairement difficile, à pied par des sentiers exigeants, éprouvants. Rien ici invite à la facilité. Et justement, c'est là que le premier malentendu tombe. Machu Picchu n'est pas un refuge construit dans l'urgence. Ce n'est pas un abri, pas un repli. C'est un lieu choisi. Choisi pour sa hauteur, choisi pour son isolement, choisi pour sa position précise dans la montagne. Dès cette première lecture du paysage, une chose devient claire. Ceux qui ont édifié Machu Picchu savaient exactement où ils allaient. Et surtout, pourquoi ils y allaient. Quand on observe Machu Picchu dans son ensemble, une chose s'impose immédiatement. Son implantation n'a rien d'aléatoire. Le site suit une orientation globale très précise. Il ne s'impose pas à la montagne, il s'y accorde. Machu Picchu est placé exactement sur une crête. Un point d'équilibre, ni trop haut, ni trop bas, assez élevé pour dominer les vallées, assez ancré pour rester stable. Il est sur une ligne de stabilité maximale. De là, tout est connecté. Les vallées, les cours d'eau. On voit clairement les couloirs de circulation de l'eau, de l'air et de l'énergie. Les lignes naturelles du relief. Rien n'est chaotique et tout conduit vers le centre. Le site dialogue avec son environnement au lieu de le contraindre. Et ce détail change tout. La région est fortement sismique. Construire ici, c'est accepter le mouvement de la terre. Alors les bâtisseurs ont fait un choix décisif. Trouver le point stable dans l'instable. Pas le plus confortable, pas le plus accessible, mais le plus juste. À Machu Picchu, on ne construit ni par hasard, ni par confort. On construit là où la montagne l'autorise. À Machu Picchu, l'architecture ne repose pas sur du mortier, pas de liant. Les pierres sont taillées et assemblées à sec avec une précision chirurgicale. Les ajustements sont d'une précision remarquable. Dans certains murs, il est impossible de glisser une lame de couteau entre deux blocs. Ce niveau d'ajustement n'est ni décoratif, ni symbolique. Il est fonctionnel. Les murs sont légèrement inclinés vers l'intérieur. Les pierres sont trapézoïdales, c'est-à-dire que la base est plus large que le sommet, qui est plus étroit. Les ouvertures suivent la même logique. C'est une stabilité par le poids et la géométrie. C'est une répartition intelligente des forces. La charge descend et se verrouille. En cas de séisme, les structures absorbent le mouvement au lieu de le subir. Les blocs bougent, s'ajustent, puis se replacent. C'est ce qui explique pourquoi Machu Picchu a résisté là où des constructions modernes échoueraient. Ici, la pierre n'est pas figée. Elle est pensée comme un matériau capable de répondre à la terre. Ce n'est pas une architecture de domination, c'est une architecture d'écoute. À Machu Picchu, la matière ne lutte pas contre le vivant. Elle respire avec lui. À Machu Picchu, l'organisation du site répond à une logique précise. Des proportions récurrentes se retrouvent dans l'architecture, dans la disposition des bâtiments et dans les espaces ouverts. 2 sur 1, le double ou le demi, c'est une organisation simple des volumes. Le 3 sur 2, c'est un rapport harmonique courant. Le 4 sur 3, c'est un équilibre stable, très utilisé en architecture. Et le 1/618, c'est la proportion d'harmonie visuelle. Ces proportions créent des alignements internes. Rien n'est posé au hasard. Les axes visuels, les ouvertures et les chemins structurent l'ensemble du site. La cité est clairement organisée en zones. Certaines sont dédiées au sacré, d'autres au rite, et d'autres encore à la vie quotidienne. Cette séparation n'isole pas, elle ordonne. Les déplacements ne sont pas neutres. Le sens de circulation est volontairement contraint.
On ne traverse pas Machu Picchu n'importe comment. Le site amène le visiteur à ralentir, à changer de posture, à adapter son regard. Ce n'est pas une ville pensée uniquement pour être habitée, c'est un lieu conçu pour faire vivre une expérience. À Machu Picchu, l'architecture ne se regarde pas seulement, elle guide le corps et oriente la conscience. À Machu Picchu, le ciel n'est pas observé à distance, il est intégré à l'architecture. Au cœur du site se trouve l'Intihuatana. Son nom signifie « là où l'on attache le soleil ». Il ne s'agit pas d'un autel décoratif, c'est une pierre taillée avec précision, dont les arêtes et les orientations correspondent au cycle solaire, aux solstices et aux équinoxes. La lumière se projette d'une manière particulière. Les ombres se déplacent. Les lignes s'alignent. Le temps devient visible. Ces jeux d'ombre et de lumière ne sont pas accidentels. Ils exigent une connaissance fine du mouvement du soleil, mais aussi de la topographie environnante. Car ici, le soleil n'est jamais seul. Il dialogue avec la montagne, avec les crêtes, avec la pierre. À Machu Picchu, l'astronomie n'est pas séparée du paysage. Elle est incarnée dans la roche. Le ciel n'est pas au-dessus. Il est ancré dans la matière. À Machu Picchu, l'eau est partout, mais jamais laissée au hasard. Le site repose sur un réseau hydraulique d'une précision remarquable. Sources captées en amont, canaux taillés dans la pierre, fontaines successives, cascades, systèmes de drainage intégrés aux structures. Chaque élément remplit une fonction bien précise. L'eau circule sans éroder les sols. Elle ne fragilise pas les fondations. Elle ne s'accumule jamais de manière dangereuse. C'est une haute technologie. Même en saison de pluie intense, le site reste stable. Cela suppose une compréhension fine du débit, de la pression et du comportement de l'eau en altitude, mais surtout, cela révèle une intention. L'eau n'est pas seulement transportée, elle est canalisée, ralentie, distribuée. Elle accompagne la circulation dans le lieu, elle structure des espaces, elle marque des seuils. À Machu Picchu, l'eau n'est pas traitée comme un simple flux utilitaire. Elle est pensée comme une énergie vivante au même titre que la pierre et la lumière. Machu Picchu, qu'on se le dise bien, n'a jamais été une forteresse. Son implantation, son absence de défense massive et sa position exposée ne correspondent pas à un site militaire. Ce n'est pas non plus une simple cité. La disposition des bâtiments, le faible nombre d'espaces domestiques et la prédominance des structures rituelles ne vont pas dans ce sens. Ces constats ont conduit les chercheurs à formuler une autre hypothèse. Machu Picchu aurait été un centre rituel d'harmonisation, un lieu fréquenté temporairement, un espace réservé à une élite spirituelle ou savante, un site destiné à des pratiques bien précises liées au cycle, à la nature et à l'ordre du monde. La présence de zones distinctes, la progression imposée dans le lieu et l'interaction constante entre pierre, eau, montagne et ciel soutiennent cette lecture. Dans cette perspective, Machu Picchu n'enseigne pas par des textes. Il enseigne par l'architecture. Il ne s'agit pas d'y vivre là-bas, mais d'y apprendre à être juste. À Machu Picchu, tout semble conçu pour accorder l'humain au vivant. Aujourd'hui encore, les personnes qui se rendent à Machu Picchu décrivent des ressentis qui reviennent de manière étonnamment constante. Ce sont les mêmes ressentis qu'on avait vus dans l'épisode du Crater Lake, par exemple, dans l'Oregon. Au Mont Shasta aussi, en Californie. À Uluru aussi, en Australie. Si tu n'as pas encore vu ces épisodes, je t'invite à aller voir, c'est intéressant.
Beaucoup parlent d'un silence particulier, un silence qui ne correspond pas à l'absence de bruit, mais à une sensation plus dense, plus présente. D'autres évoquent une altération du temps. Les minutes s'étirent, les heures semblent différentes. Le rythme intérieur change. Il est aussi fréquent d'entendre parler d'une perte de repères mentaux, temporaires. Moins de pensées, moins de projections, une attention plus ancrée dans l'instant. Ces récits ne viennent pas d'un seul profil. Ils concernent des visiteurs très différents à des époques mêmes et dans des contextes même variés. Ce sont des témoignages, certes, mais leur cohérence interpelle tout de même. Comme si, au-delà des pierres et des théories, le lieu continuait à agir subtilement sur ceux qui le traversent. À Machu Picchu, quelque chose n'a pas cessé de fonctionner, moi je te le dis, hein. Machu Picchu n'est pas une ruine, non, non, non. C'est une mémoire posée sur la montagne. Une mémoire de pierre, d'eau, de ciel et de silence. Ceux qui l'ont construite savaient écouter la terre et travailler avec elle, pas contre elle. Ils n'ont pas laissé de message à lire. Ils ont laissé un lieu à traverser et à sentir. On franchit un seuil. On passe d'un espace ordinaire à un espace ordonné et sacré. Et ce lieu, encore aujourd'hui, nous rappelle une chose importante. Avant de vouloir comprendre le monde, il faut d'abord apprendre à l'écouter. Dans cette première partie, nous avons observé ce que fait Machu Picchu et comment le lieu est accordé à la montagne. Reste maintenant une autre question tout aussi essentielle, tu vas me dire. Mais qui a bâti ça? Quand? Comment? Avec quelle connaissance? Nous allons essayer d'approfondir et d'y répondre dans la partie 2. À tout de suite. Avant de chercher qui a bâti Machu Picchu et quand, il est important de rappeler une chose essentielle. Ce que nous avons observé dans la partie 1 est très clair. Machu Picchu est un site cohérent. Chaque élément y trouve sa place. Rien ne semble disjoint ou improvisé. Le site est fonctionnel. Il résiste au temps, à l'eau, au séisme. Truc de barge. Il répond à des contraintes extrêmes avec une efficacité remarquable. Il est hyper intelligent. Dans sa géométrie, dans sa circulation, dans sa relation au ciel, à la montagne et à la pierre. Et surtout, il est harmonisé avec tout le vivant. Il ne force pas la nature, il compose avec elle. Ces constats sont indépendants de toute hypothèse historique, oui. Ils reposent sur ce qui est visible, mesurable, observable. Autrement dit, avant même de savoir qui a construit Machu Picchu, nous savons déjà ceci. Ceux qui l'ont conçu maîtrisaient une connaissance avancée de la matière, du territoire et des équilibres naturels. À partir de là, la question n'est plus seulement qui a bâti, mais aussi d'où vient ce savoir. Lorsqu'on parle de datation, mais comme toujours, de Machu Picchu, une période revient presque systématiquement le milieu du XVe siècle sous le règne de l'Inca Pachacutec, aux alentours de l'année 1450. Cette attribution repose principalement sur deux types de sources. D'abord, les chroniques espagnoles, rédigées après la conquête. Elles mentionnent l'existence de résidences impériales en altitude sans jamais décrire précisément leur localisation ni leur fonction. Ensuite, pour ce qui est des datations indirectes, elles concernent des restes organiques retrouvés sur le site. Du charbon, des ossements, des éléments liés à la vie quotidienne. Ces éléments permettent de dater une présence humaine, oui. Pas une structure de pierre, par contre. C'est ici qu'une distinction fondamentale doit être faite. Il y a une période d'occupation, c'est-à-dire le moment où le site est effectivement utilisé et fréquenté.
Il y a la fondation aussi, le moment où le site est établi ou réinvesti en tant que lieu organisé. Et il y a aussi le noyau architectural, les structures les plus anciennes, celles qui définissent l'implantation et la logique globale du lieu. Or, les méthodes actuelles permettent surtout de dater l'usage. Elles ne permettent pas toujours de dater avec certitude l'origine profonde d'un site comme Machu Picchu. Autrement dit, savoir quand un lieu a été occupé ne revient pas nécessairement à savoir quand il a été conçu. Certaines observations sur le site de Machu Picchu soulèvent une question légitime. Et si tout n'avait pas été construit dans un seul et même temps? Premièrement, on observe la présence de structures plus imposantes, des blocs plus gros, parfois intégrés à des ensembles plus petits, plus fins, comme si plusieurs phases de construction s'étaient superposées. Et ça, on l'avait vu à Stonehenge, me semble. Deuxièmement, la qualité et de taille de la pierre varie selon les zones. Certains murs présentent un ajustement extrêmement précis, tandis que d'autres montrent une taille plus simple, plus rapide, comme plus grotesque. Ces différences ne prouvent rien à elles seules, mais elles interpellent encore une fois. Troisièmement, on remarque la réutilisation de blocs. Des pierres semblent avoir été reprises, déplacées ou réintégrées dans des structures ultérieures. Enfin, ces caractéristiques ne sont pas isolées. On retrouve des parallèles architecturaux avec d'autres sites andins des Andes, considérés comme plus anciens. Même type de maçonnerie massive, même logique d'assemblage, même relation entre la pierre et le relief. Il ne s'agit pas ici d'affirmer une civilisation disparue ni de réécrire l'histoire. Il s'agit de constater que certains éléments ne s'expliquent pas entièrement par une construction uniforme et récente. Ces indices n'apportent pas de certitude, mais ils ouvrent une possibilité, celle d'un site qui aurait connu plusieurs phases, et peut-être plusieurs générations de bâtisseurs. Maintenant, voyons voir ces sites andins où l'on retrouve des similitudes. Alors ici, c'est le parallèle le plus évident et le mieux documenté. Les points communs. Une maçonnerie mégalithique très précise, des blocs polygonaux parfaitement ajustés, assemblage à sec, architecture intégrée à la pente, terrasse plus murs porteurs nous donnent une logique identique. Ollantaytambo est considéré par plusieurs archéologues comme partiellement antérieur aux Incas tardifs, puis réinvesti. Alors là, c'est le cas le plus spectaculaire. Les points communs. Maçonnerie massive cyclopéenne, blocs polygonaux imbriqués, ajustement millimétrique, résistance sismique identique, aucune décoration superflue. Sacsayhuaman est largement admis comme antérieur aux Incas impériaux qui l'auraient restauré ou bien complété. Alors là, c'est le plus ancien du lot. Les points communs. Structurel, pas stylistique déco, Précision extrême de taille, standardisation des blocs, logique modulaire, maîtrise avancée de la pierre dure, géométrie fonctionnelle. Pumapunku est bien antérieur à l'Inca, au minimum de 500 à 1000 ans, mais même probablement plus. Ce n'est pas le même style visuel, mais on retrouve ici la même intelligence technique. C'est le centre majeur pré-Inca. Les points communs. La maçonnerie monumentale, l'utilisation de la roche comme structure, l'orientation cosmique, l'architecture pensée comme interface tertielle. Tiahuanacu est un réservoir architectural ancien, clairement reconnu par l'archéologie.
Alors, celui-ci est souvent sous-estimé. C'est vrai, on en entend moins parler. Les points communs, un ajustement polygonal, intégration extrême du relief, continuité pierre naturelle, pierre taillée. Certaines zones montrent une qualité supérieure aux constructions Inca dites classiques. Ici, nous retrouvons des fondations très révélatrices. Les points communs, des murs basaux très anciens, des blocs massifs polygonaux, des constructions Inca posées par-dessus, cas typiques de réutilisation d'un noyau ancien. On voit bien qu'il y a une même logique constructive, une même intelligence sismique, même rapport sacré à la montagne, même primauté de la fonction sur l'esthétique. Mais à des époques différentes. Ce qui conduit à une hypothèse solide et de plus en plus admise. Les Incas ont hérité, restauré et intégré une tradition architecturale andine plus ancienne au lieu de l'inventer entièrement. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Mais qui alors? Bon. Reconnaître une possible antériorité à Machu Picchu ne revient pas à nier le rôle des Incas. Bien au contraire. Les Incas ont été de grands bâtisseurs aussi. Des organisateurs, remarquables. Des ingénieurs du territoire. Mais ils ne surgissent pas comme ça d'un coup dans le vide. La civilisation Inca s'inscrit dans une longue transmission de savoir au sein du monde andin. Des connaissances accumulées, partagées, adaptées au fil des générations. Plutôt que d'effacer les sites existants, les Incas avaient pour habitude de les réintégrer. Ils renforçaient même les structures, les complétaient, les harmonisaient avec leur propre vision du monde. Cette culture de l'intégration explique la continuité architecturale visible dans les Andes. On retrouve les mêmes principes fondamentaux sur des sites répartis sur des milliers de kilomètres, comme on l'a vu. Maîtrise de la pierre, adaptation au relief, respect des forces naturelles. Ainsi, Machu Picchu n'est pas seulement une création inca, c'est l'aboutissement d'un héritage, un lieu où des savoirs anciens ont été repris, affinés et portés à leur plus haut niveau d'expression. Dans ce sens, les Incas ne commencent pas l'histoire, ils la poursuivent. Et ça nous rappelle l'épisode sur l'Égypte. Pareil que les Égyptiens. Lorsqu'on examine Machu Picchu sous l'angle technique, une question nous vient rapidement. Comment construire un tel site sans les technologies que nous considérons aujourd'hui indispensables? Les bâtisseurs ne disposaient pas de fer, pas d'outils métalliques capables d'usiner la pierre dure comme nous le ferions aujourd'hui. Ils ne disposaient pas non plus d'une roue fonctionnelle pour le transport de charges lourdes, ni de système de traction mécanisé. Aucune machine connue, aucune grue, aucun moteur. À cela s'ajoutent des contraintes extrêmes telles que l'altitude, les pentes hyper abruptes, le poids considérable des blocs de pierre. Et pourtant, les murs présentent des ajustements millimétriques, posés au millimètre près. Les blocs s'emboîtent avec une précision qui ne doit rien au oui. Hasard. Les structures montrent une résonance structurelle étonnante. Elles absorbent les vibrations, s'adaptent au mouvement du sol et répartissent les contraintes sans se rompre. Résultat, une durabilité exceptionnelle. Des siècles de séismes, de pluie et d'instabilité géologique sans effondrement. Ce contraste entre les moyens supposés disponibles de l'époque et le résultat obtenu constitue l'un des plus grands paradoxes de Machu Picchu. Il ne prouve pas une technologie qui s'est perdue, forcément. Il ne démontre pas non plus un savoir impossible, mais il oblige à reconnaître une chose essentielle. Les bâtisseurs maîtrisaient des logiques de construction que nous avons en grande partie oubliées. Face aux prouesses architecturales du Machu Picchu, plusieurs hypothèses techniques sont aujourd'hui considérées comme très sérieuses.
La première repose sur l'idée d'un travail collectif de masse. Ça nous rappelle quelque chose. Des équipes nombreuses, organisées, coordonnées, mobilisées sur de longues périodes. Comme en Égypte. Cela implique donc du temps. Beaucoup de temps. Trop de temps. Des décennies, peut-être même plusieurs générations consacrées à la construction et à l'ajustement du site qui, alors, sous-tend que ce serait un site d'une importance capitale. Sur plusieurs générations, les bâtisseurs travaillaient la pierre locale, extraite à proximité pour limiter les déplacements. Ils connaissaient ses faiblesses, ses lignes de fracture et son comportement sous contrainte. Les techniques supposées sont simples dans leur principe. La percussion, l'abrasion, la patience. Frapper, user, ajuster, recommencer. Encore et encore. Mais au-delà du geste, ce qui frappe les chercheurs, c'est la lecture fine de la roche. Autrement dit, ils n'imposaient pas une forme à la roche, ils lisaient la roche jusqu'à ce qu'elle accepte la forme. Chaque bloc semble taillé en réponse de celui d'à côté. Il ne s'agit pas de standardisation, mais d'adaptation permanente. Pourtant, malgré ces hypothèses qui semblent cohérentes, une limite demeure. Aucune reconstitution expérimentale, aucune tentative moderne n'a jusqu'à présent atteint ce niveau global de maîtrise observé à Machu Picchu. Les gestes sont compréhensibles, le résultat final, lui, reste encore difficile à reproduire. Malgré les avancées de la recherche, certains aspects de Machu Picchu échappent encore à une explication complète. Il ne s'agit pas de zones mystérieuses au sens spectaculaire du terme. Il s'agit de zones non entièrement comprises. La science explique beaucoup de choses, mais pas tout encore. Certaines prouesses techniques, certaines cohérences globales du site restent difficiles à modéliser entièrement dans les cadres explicatifs actuels. Ce constat ne relève pas du fantasme. Il est reconnu, parfois à demi-mot, oui, par de nombreux chercheurs. Ce sont des zones d'ombre qui dérangent les modèles établis, trop rigides. Non parce qu'elles les contredisent directement, mais parce qu'elles ne s'y laissent pas enfermer dedans. Admettre cela ne signifie pas renoncer à la rigueur. Cela signifie accepter les limites temporaires de notre propre compréhension. L'histoire des sciences nous l'a souvent montré. Ce que l'on ne peut pas expliquer aujourd'hui devient parfois l'évidence de demain. À Machu Picchu, ne pas savoir n'est pas un échec. C'est un point de départ, les copains. À Machu Picchu, il n'y a pas de nom gravé dans la pierre. Pas de texte, pas de signature, pas d'autographe, aucun message explicite laissé à la postérité. Et pourtant, il y a cette intelligence évidente, présente dans chaque ligne, chaque orientation, chaque ajustement. Il y a une écoute du lieu, de la montagne, de l'eau, du ciel, du soleil. Il y a une maîtrise du vivant, qui ne cherche ni à dominer, ni à contraindre, mais à s'accorder. Ces bâtisseurs sont invisibles pour nous. Ils n'ont pas cherché à être vus, peut-être. Ils n'ont pas laissé de récit. Ils ont laissé un équilibre presque parfait. À Machu Picchu, ce que l'on ignore encore parle peut-être autant que ce que l'on croit savoir. Mais qu'est-ce que je dis, moi? Machu Picchu n'est pas une anomalie isolée, comme on l'a vu. C'est un lieu accordé à la montagne, au ciel, au cycle, mais plus on observe ses proportions, son orientation, ses ajustements, sa symbolique, plus une question s'impose. Pourquoi retrouve-t-on les mêmes signatures sacrées à séparées de milliers de kilomètres? Et parfois sur des continents différents. L'Égypte antique nous a déjà montré que certaines connaissances dépassaient les frontières et les époques. Dans le prochain épisode, à ne surtout pas manquer, nous quitterons Machu Picchu sans vraiment le quitter pour explorer ce qui relie l'Égypte, les Andes et le reste du monde. Et une tradition bien plus ancienne qu'on ne peut l'imaginer. Car parfois,
Les lieux ne racontent pas leur propre histoire, mais celle d'un monde disparu. À suivre, Machu Picchu n'est qu'un point sur une carte bien plus vaste. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode qui sera abordé plus profondément. Merci pour ton écoute et je te dis à très vite pour la suite. Bye bye! Ah putain, oh pardon, je suis pliée. Parce que on me voit pas. Oh non, oh purée. Je suis pliée parce que je viens de voir là pendant que je fais le montage, on me voit plus. On me voit plus. C'est le soleil, c'est le soleil c'est le soleil. Oh purée. Non, parce qu'il y a du soleil là aussi un petit peu et ça a dû refléter sur l'objectif. Et, voilà.